Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, comment jugez-vous la prestation d'aujourd'hui du président français Nicolas Sarkozy, que lors d'une conférence de presse a parlé en fait de la fermeté de Paris face au terrorisme, a parlé également de la nécessité de taxer les transactions internationales, a parlé de ce qui s'est passé en fait en Tunisie, de la politique de Paris à cet égard, et également de la politique de Paris envers les questions internationales. Alors écoutez, Monsieur Sarkozy, dans un français très approximatif, hélas pour lui et surtout pour nous, s'efforce d'apparaître comme l'une des figures, l'un des personnages clés du paysage du paysage international, du paysage politique international. Ce n'est hélas pas le cas. Bien sûr, la France va présider le G20 et donc c'est à la France de préparer les dossiers. Sur la taxation des transactions financières, eh bien, écoutez, l'idée n'est pas neuve. Souvenez-vous, l'affaire de la taxe Tobin, tout le monde en parle. Pourquoi ne pas taxer l'argent virtuel, puisque ce n'est pas l'argent du travail et qu'au contraire, lorsque l'argent virtuel crée des bulles, ce sont les hommes, les peuples, les individus qui sont chargés de boucher les trous et de rembourser les dettes des gens qui ont joué au casino mondial de la bourse. Donc là, l'idée est bonne, mais il faudrait aller très loin et nous savons d'entrée de jeu que les Américains ne suivront pas. Donc c'est ce que l'on appelle un effet d'annonce. Voilà pour la chose. En ce qui concerne le terrorisme, on veut nous faire croire que le terrorisme existe véritablement. Qu'y a-t-il derrière le terrorisme? Lorsque l'on nous parle d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce sont des groupes de 20, 30, 40 personnes, peut-être 100 ou 200 personnes et encore, qui sont la plupart du temps d'ailleurs plus ou moins affiliés ou accoquinés avec des bandits de grand chemin qui font de l'enlèvement un trafic lucratif, une activité lucrative. Il ne faut pas chercher là aussi des mouvements. Monsieur Ben Laden, selon toute évidence, serait certainement décédé depuis 2001 ou le début 2002. Nul ne sait véritablement exactement, sauf ceux qui ont assisté à sa mise en terre. Mais on continue à agiter ce spectre, qui est un spectre facile. Je renvoie vos auditeurs au roman de George Orwell, 1984, dans lequel il y a une figure qui est là et qui terrorise, mais une figure certainement tout à fait imaginaire, d'ailleurs, dans le personnage de Goldstein. Là, c'est pas Monsieur Goldstein, c'est Monsieur Ben Laden qui terrorise la planète et qui permet toujours de mettre en place des politiques, ne parlons même pas de répression, mais de contention des populations, de contenir les mécontentements qui se font jour partout. Conséquence à la fois de la crise, mais la crise au fond n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un accident. La crise n'est que la conséquence de la mondialisation de l'économie, de l'unification du marché avec un grand M, de l'intégration du monde sous la direction des grands principes moteurs du libéralisme et de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire du capitalisme financier, du capitalisme anonyme et actionnarial, d'un capitalisme qui est aujourd'hui devenu totalement virtuel et qui est en train de ravager d'une certaine façon la planète. Même, n'oublions pas les ruines qui aujourd'hui commencent à peupler certaines parties des villes à moitié en ruine du nord des États-Unis. Alors, sujet plus important, troisième et dernier volet, vous m'avez parlé de la Tunisie.
Comment expliquer l'attitude de la France à l'égard de la Tunisie? Tout simplement parce que les Américains, le département d'État, ont certainement enjoint au président Ben Ali à un moment donné de quitter, voyant que la situation n'était pas récupérable. Mais ce faisant, le département d'État qui a lâché M. Ben Ali, comme cela arrive dans certaines circonstances, on ne prend plus les gens au téléphone, mais on leur fait transiter, peut-être par l'Africacom d'ailleurs, qui est basée, si je me souviens bien, à Francfort et non pas en Afrique, puisque personne n'a voulu l'accueillir. Vous savez, l'Africacom, c'est cette structure militaro-diplomatique qui gère les affaires des États-Unis, l'influence américaine sur le continent africain. Eh bien, l'information a dû transiter, non pas directement peut-être du State Department, mais par l'Africacom, et on a enjoint à M. Ben Ali et à sa famille de vider les lieux. Ceci étant dit, la France qui a des intérêts, et même certains ont dit jusqu'à des intérêts mafieux, enfin je mets cela entre parenthèses, des intérêts, des intrications d'intérêts financiers plus ou moins même très opaques, a été pris de court, d'où la bévue apparente du ministre des Affaires étrangères, Madame Michèle Alliot-Marie, qui, au moment même où M. Ben Ali allait quitter son pays, affrétait un avion pour envoyer des matériels de maintien de l'ordre et des personnels, des conseillers en matière de maintien de l'ordre. Voilà, donc la France a commis un faux pas qu'elle essaye aujourd'hui de rattraper, a commencé d'ailleurs par l'agent journalistique qui découvre, mais un peu tard, que M. Ben Ali n'était pas quelqu'un de totalement fréquentable. Eh bien, il aurait été temps de s'en rendre compte. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir qui ramassera la mise. On voit des personnalités dites islamistes qui envoient des messages ou qui reviennent au pays, mais il faut voir que les messages sont émis à partir de Londres, que ces gens résidaient à Londres, donc on peut craindre, même s'il y avait un tournant qui est toujours possible islamiste en Tunisie et ailleurs au Maghreb, que ces mouvements islamistes ne soient en partie manipulés ou déviés ou influencés par des commanditaires qui resteront évidemment dans l'ombre. Donc méfions-nous, comme on dit en France, un train peut en cacher un autre et un pouvoir manipulé peut en cacher un autre plus subtil et tout aussi nocif. Monsieur Vernochy, j'ai une dernière question. Interrogé au sujet de l'Iran et de son programme nucléaire, le président français Nicolas Sarkozy a dit que la politique de Paris consistait à renforcer des sanctions contre l'Iran. Comment vraiment peut-on analyser une telle politique de Paris? Oui, il y a eu, vous avez parfaitement raison, il y a eu un durcissement du ton qui était d'ailleurs inopportun. On ne demande pas à la France de se prononcer, ni d'abonder dans le sens des anglo-américains ou des anglo-israélo-américains. Madame Alliot-Marie a fait des déclarations à ce propos. On a vu à plusieurs reprises de nouveau désigner l'Iran. Bon, cela fait suite, je pense, à un fait qui est totalement passé inaperçu, à savoir que Tel Aviv a lancé un véritable ultimatum, je mets des guillemets ultimatum, à Washington, en disant que si dans les 3 ans qui venaient, aucune solution n'était trouvée pour bloquer, arrêter le programme nucléaire iranien. Alors on ne sait pas s'il s'agit du programme civil en soi, du programme potentiellement, virtuellement militaire bien entendu, mais enfin bon, là aussi la confusion règne la plus totale. Et donc un véritable ultimatum en disant que à ce moment-là, Israël reprendrait sa pleine liberté et sa pleine liberté d'action.
Bon, il y a toujours des voix qui poussent au crime, et l'on sait que les équipes au pouvoir ne sont pas des équipes homogènes, hein, pas même à Tel Aviv. Hein, il faut bien noter cela, que les luttes, les affrontements entre factions, entre tendances et orientations divergentes font rage, tant à Washington qu'à Tel Aviv. À Paris beaucoup moins, puisque à Paris nous sommes plutôt suivistes. Alors pour ne pas conclure, je dirais que quand même cette prise de position est relativement inquiétante, parce que elle montre que là aujourd'hui un certain nombre de barrières, de réserves, voire de réticences sont en train petit à petit de tomber, et que l'on a chargé Paris d'envoyer des ballons d'essai, des messages, d'envoyer des signaux pour montrer que la fermeté est de nouveau peut-être pas seulement dans les sanctions, mais la fermeté dans le ton, et une fermeté qui pourrait se traduire par d'autres effets, ce que la fermeté, encore une fois, est de nouveau à l'ordre du jour. Que dire de plus, je ne sais pas, mais je reste sur cette impression désagréable que, encore une fois, la France a été chargée de relayer un message, et que ce message n'est pas forcément un message de bon augure.